Je regarde la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Un petit coup de marteau, entré dans l'histoire. Ce 12 décembre 2015, 196 partis, des pays riches, pauvres, petits ou grands, se mettaient d'accord pour limiter le réchauffement planétaire et coopérer pour s'adapter aux effets du changement climatique. Ce podcast donne la parole à des acteurs clés de la transition pour explorer, 10 ans plus tard, ce que le monde a fait de cet accord fondateur et comment la prochaine décennie pourrait être celle des changements en profondeur. Urgence climatique, 10 ans pour agir, promesses et réalités de l'accord de Paris. Un podcast de l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, coproduit par la Croix, avec la participation de RFI. Épisode 8. Après la COP30, comment continuer à coopérer ? Ce qui serait bien, c'est que tous les pays du monde réalisent qu'une météorite se dirige vers la Terre et que la seule façon de la dévier est de travailler tous ensemble. On ne s'attend pas à une solidarité constante avec les gouvernements qui changent, mais la solidarité des progressistes, de ceux qui s'intéressent à la justice sociale, au développement économique, ça, c'est essentiel. La production de biens bas carbone sera source de nombreux emplois et de prospérité. Donc le pays qui à l'avenir sera capable de générer tous ces avantages économiques aura tout d'un leader climatique. Et à cet égard, je crois que la Chine est à l'avant-garde. Si vous ne faites pas partie de la solution, vous faites partie du problème. Donc chaque personne qui participe à la solution est un leader climatique et on a besoin de ce leadership collectif. Une décennie d'action climatique s'est écoulée depuis l'accord de Paris. Vous avez écouté, j'espère, les 7 premiers épisodes pour comprendre la dynamique qui s'était enclenchée avec cette COP21 il y a 10 ans. Entendre la manière dont la transition s'opère, partout dans le monde, mais à des rythmes différents. Constater les progrès, mais aussi les nombreux défis qui restent à relever, alors que les bouleversements climatiques pèsent sur nos sociétés, nos économies et bien sûr sur notre environnement. Ceci est un dernier rendez-vous pour regarder devant. À quoi pourrait ressembler ce nouveau chapitre de ce qui est un combat planétaire ? Ce que les protagonistes de l'époque, en 2015, avaient appelé l'esprit de Paris, n'est plus visible. Le contexte géopolitique est pesant, c'est le règne de l'incertitude. Comment, dans ces conditions, continuer à coopérer pour le climat ? Celles et ceux que vous allez entendre ne lâchent rien. Ils ont des idées, des envies pour l'avenir, et avec eux, nous nous projetons dans la nouvelle décennie qui commence avec la COP30 de Belém au Brésil. Bienvenue dans le 8e épisode. On s'enferme dans des cases, sud global, nord global, public, privé, international, national. Chantal Naïdou, chercheuse sud-africaine, spécialiste de la finance et du climat. Dans le fond, il y a des gens bien partout et nous devons d'abord établir des liens entre êtres humains. Je pense qu'on n'y arrive plus. On est devenu craintif et on ne se fait plus confiance entre nous. Nous devons faire preuve de plus de respect dans nos échanges. Aujourd'hui, on est tous dans la douleur. On est dans le même bateau, mais on ne se parle pas comme si on était tous dans la même galère. Il faut reconnaître que la confiance et le respect ne sont pas les attitudes politiques les plus partagées ces derniers temps. Entre 2 offensives militaires et douanières, une certaine fièvre s'est emparée du monde, reléguant souvent l'urgence climatique au second plan. L'un des aspects de la crise, c'est la sortie des États-Unis de l'accord de Paris en janvier 2025, moins de 24 heures après la prise de fonction de Donald Trump. Et quand l'un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre au monde sort du jeu, est-ce que la machine s'enraye ? Sûrement pas, me répond du tac au tac la patronne de la COP30 au Brésil, Anna Toni.
Un gouvernement fédéral a décidé de se retirer de l'accord de Paris, mais 197 autres pays sont restés et sont engagés contre le changement climatique. Comme vous le savez, les molécules de carbone n'ont pas de passeport. Nous devons donc trouver des solutions pour que le monde s'unisse dans cette lutte. Et je pense que ce mot « ensemble » est vraiment important. Comment avancer ensemble alors que le multilatéralisme semble calé? L'effet des guerres, les batailles commerciales relancées par les plus grandes puissances. On est loin du leadership conjoint de la Chine et des États-Unis de Barack Obama, qui en 2014 et 2015 avait contribué à embarquer tout le monde vers l'accord de Paris. Peut-on continuer sans les États-Unis? La chercheuse américaine Sonia Klinsky de l'Université d'Arizona en est convaincue. On a tendance à rayer le processus multilatéral un peu vite. Et je pense que c'est assez facile à envisager, depuis les États-Unis ou même depuis d'autres pays relativement riches, car ils pensent qu'ils n'ont pas besoin du multilatéralisme pour eux-mêmes. Mais en fait, on a tous besoin du multilatéralisme, car c'est le seul moyen de pouvoir travailler de manière coopérative. C'est peut-être même mieux d'être débarrassé des États-Unis pendant un temps, car cela nous permettra peut-être de prêter attention à la diversité des pays. Prenez le Costa Rica par exemple. Le Costa Rica est depuis longtemps un leader dans le domaine du climat. C'est un pays relativement petit, mais il a mis en place des mesures très intéressantes au niveau national. Les pays ont des options diverses pour l'énergie. Ils ont différentes sortes d'opportunités économiques. Je pense donc qu'on doit faire très attention, ne pas commencer à déclarer la mort du multilatéralisme à cause d'un pays qui pose des difficultés. Le multilatéralisme bouge encore et ceux et celles qui y croient n'hésitent pas à prendre le contre-pied de ceux qui racontent une autre histoire, des vérités parallèles parfois. La science est rien que la science, c'est le mantra de la jeune militante soudanaise Nisrine El Saïm, car on n'a plus de temps à perdre. C'était déjà une urgence il y a 10 ans. Alors aujourd'hui, il est temps de laisser la science explorer toutes les possibilités sans aucun biais, d'une manière purement scientifique. Si les scientifiques affirment qu'une option est sûre, alors on y va. S'ils pensent qu'elle n'est pas sûre, alors on laisse tomber. Regardez le Covid. Ils ont bien réussi à mettre au point le vaccin à une vitesse record par rapport au précédent, n'est-ce pas? Je pense donc qu'on a besoin du même niveau de solidarité et du même attachement à la science réelle et non politisée. Autre regard, le chercheur Antoine Auger de l'Institut européen IEEP souligne que le retrait tonitruant d'un poids lourd comme les États-Unis a forcément de lourdes conséquences sur l'ambition de l'action climatique mondiale. Mais finalement, la porte que Donald Trump a claquée au nez de tant de partenaires permet d'en ouvrir de nouvelles. Actuellement, il faut faire un petit peu le dos rond. Il faut développer des partenariats vers d'autres zones. L'Union européenne est en train de faire ça, en train de se déplacer vers le sud-est asiatique, notamment pour maintenir un système de règles au niveau multilatéral, de se mettre d'accord avec des pays qu'il faut un cadre réglementaire commun. De toute façon, on n'a pas beaucoup le choix. Donc oui, il va falloir se réorganiser autrement pour plus d'ambition. Faire le dos rond, s'adapter au fait que des règles communes volent en éclats, que des financements soient supprimés du jour au lendemain pour l'action climatique et pour le développement. Et dans ce monde désorienté, certains se voient volontiers en médiateurs. C'est ce que m'a dit Hilton Trollip à propos de son pays, l'Afrique du Sud. Lui, il est chercheur à l'Université du Cap. Comme on a été parmi les pays non alignés, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, grâce à notre grande expérience politique, c'est proposer aux pays riches qui s'affrontent une voie médiane et ne pas les laisser se dénigrer comme ça, mutuellement. Leur dire, quand vous vous battez, voici ce que vous faites subir aux pauvres du monde entier, mais aussi à vos propres sociétés. On peut être ainsi une sorte de voix de la raison quand les autres perdent la tête et ils deviennent fous. Même des adultes qu'on appelle présidents deviennent un peu fous. Voilà en gros le contexte politique dans lequel s'ouvre ce nouveau chapitre de la lutte contre le changement climatique. Pas simple, mais on continue à se parler. Le business, lui, observe la vitesse de transformation de l'économie et se positionne sur des marchés encore en construction. Maria Mendiloucé dirige Women Business, une énorme coalition d'entreprises engagées dans cette transformation et qui ont souvent un temps d'avance sur des impulsions politiques. What I hear from companies is that
Les entreprises nous disent qu'elles sont disposées à investir, par exemple dans les énergies renouvelables en Europe, mais la demande n'est pas suffisante. C'est pour ça que l'électrification des usages d'énergie est importante, car l'électricité a déjà été largement décarbonée grâce aux énergies renouvelables. Il faut maintenant s'attaquer aux secteurs qui ne sont pas électrifiés, donc les transports ou le chauffage. Il y aura alors davantage d'investissements dans des énergies renouvelables, car la demande sera là. Et peut-être qu'on captera alors de nouvelles technologies qui permettront d'électrifier d'autres secteurs. Il faut donc à la fois électrifier et investir dans l'innovation. Je pense que ce sont les deux recettes de toute économie et de tout décideur politique pour avoir une économie ancrée dans le présent et non dans le siècle dernier. Et cette économie-là, celle du XXIe siècle, doit devenir aussi plus circulaire, c'est-à-dire moins gourmande en matières premières puisque les matériaux sont recyclés. Les composants d'un panneau solaire ou d'une batterie, par exemple, les fameux matériaux critiques. L'un des plus gros enjeux des années à venir, c'est la décarbonation de l'industrie lourde. En Europe, c'est le Clean Industrial Deal, le pacte pour une industrie propre, publié début 2025, qui tente d'organiser cette transition conditionnée à un prix de l'énergie abordable et stable. Antoine Auger. Il y a le grand retour de la question de la compétitivité de l'économie européenne et derrière ça, la question industrielle. Et c'est directement lié évidemment aux objectifs climatiques. C'est-à-dire que là, on a fait ce qui était entre guillemets le plus facile. Maintenant, on arrive aux questions les plus compliquées. Aux industries qui sont les plus consommatrices d'énergie, qu'on parle de l'acier, l'aluminium, enfin les industries lourdes, entre guillemets, qui ont d'énormes besoins énergétiques et qui, pour l'instant, n'ont pas de solution au-delà du gaz, que ce soit en termes de puissance ou en termes de coût. Parce que le marché européen de l'électricité est fait de telle sorte qu'il est directement corrélé au prix du gaz qui a explosé ces dernières années. Dans l'industrie et les secteurs difficiles à décarboner, la recherche a permis de développer des matériaux bas carbone, de l'acier ou du ciment vert par exemple. Mais leur fabrication est encore confidentielle. Pour passer à grande échelle, il faudrait qu'il y ait un marché. Maria Mendiluce, la présidente de Women Business, estime que la puissance publique pourrait soutenir la consommation verte de ces matériaux bas carbone. Je pense que les entreprises investiraient dans une usine d'acier ou une cimenterie zéro émission si elles savaient que quelqu'un achètera ce produit. En général, il est plus cher. Ce n'est pas énorme, mais c'est le consommateur qui paye la différence. Selon moi, ça marcherait mieux si les décideurs politiques adoptaient une règle stipulant que tout le monde doit acheter 5% d'acier et de ciment zéro émission. Et vous imposez ce quota. Et alors, le surcoût sera très faible et tout le monde le paiera. Mais surtout, ça envoie un signal aux industriels du ciment et de l'acier pour qu'ils implantent les usines nécessaires. Et donc, vous avez ce quota qui commence à 5%, puis vous dites qu'il passera à 10% en 2030 et à 20% en 2040. Et là, vous changez d'échelle. Et une fois que vous atteignez la bonne échelle, dans n'importe quel secteur, vous réduisez les coûts. L'idée de Maria Mendiluce supposerait que chaque État impose ses règles chez lui et que les États coopèrent et se concertent pour créer véritablement un marché. Voilà pour les investissements. Penchons-nous maintenant sur les conditions dans lesquelles s'effectue le commerce mondial, car elles ont des conséquences pour l'action climatique. Normalement, il y a des règles communes, celles de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, ou celles d'accords de libre-échange. Mais on a vu en cette année 2025 qu'un pays puissant comme les États-Unis pouvait les balayer brutalement, ces règles, et pousser l'Europe, par exemple, à aller contre les règles de son pacte vert. Pour satisfaire Donald Trump, la Commission européenne a accepté d'acheter davantage d'hydrocarbures américains et de réduire la portée d'un certain nombre de législations environnementales. Et peu après cet épisode, comme une riposte, le président brésilien de la COP30 a proposé une nouvelle arène de discussion hors de l'OMC et hors des COP pour tenter d'aligner les règles commerciales sur les objectifs climatiques. Car finalement, malgré les taxes américaines, les 3/4 du commerce mondial se poursuivent selon les règles communes. Et au moment où la Maison-Blanche lâche les secteurs industriels américains qui se décarbonent, d'autres entrevoient qu'ils pourraient au contraire en faire un atout commercial. Exemple concret avec Daniel Bouira du think tank mexicain Tempus Analytica.
Si j'étais l'Union européenne, j'aurais appris ces dernières années qu'il faut diversifier son approvisionnement. J'essaierai donc de conclure un accord sur le fer décarboné avec 3 ou 4 fournisseurs différents. Je me tournerai vers le Mexique, l'Afrique du Sud, le Brésil. Je pense que l'Union européenne est déjà prête à verdir son industrie. Et je pense qu'en important du fer décarboné, elle sauvera sa sidérurgie car elle pourra alors vendre de l'acier vert, des machines à laver vertes, des voitures vertes. Une partie de cette différence devrait être payée par l'importateur, un pays développé qui remplit par la même occasion certaines de ses obligations climatiques. Tout cela sont des idées des experts climat qu'on a interrogés. Évidemment, l'avenir nous dira dans quelles conditions ces industries et les secteurs très émetteurs de carbone réussissent à emprunter le chemin de la transition. L'autre levier essentiel, c'est la finance. On en a longuement parlé précédemment, ce qui n'empêche pas de se rappeler ici que les institutions financières sont en train d'évoluer très fortement, de se réinventer dans une géographie qui bouscule l'ancien monde, notamment les institutions créées après-guerre comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et c'est Laurence Tubiana, qui dirige la Fondation européenne pour le climat, qui nous en parle. D'une part, il y a le système Bretton Woods qui est toujours sous quand même influence américaine, puisqu'il y a des droits de veto. Et donc là, il y a un vrai sujet, une imposition très forte pour que le climat disparaisse de l'agenda des banques multilatérales. Oui, mais il y a la Banque européenne d'investissement, qui est une très grosse banque. Il y a les banques nationales de développement. La BNDES, la banque brésilienne, c'est la plus grosse banque de développement du monde. Et puis, il y a les institutions que les pays émergents ont lancées, notamment la Asian Investment Development Bank, où là, il y a des pays européens, mais il n'y a pas de veto. Et il y a la nouvelle banque des pays émergents qui, elle, a décidé de se mettre au climat aussi. Les nouvelles banques échappent au contrôle américain et plus largement au contrôle des pays du Nord. C'est nouveau. Parmi l'écosystème financier public sollicité pour l'action climatique, il y a aussi les plus de 530 banques publiques de développement réparties dans le monde entier et qui jouent un rôle de plus en plus important pour financer des projets pour le climat. La bataille climatique a infusé les sociétés et les organisations. C'est une préoccupation très largement partagée désormais, depuis l'enceinte des Nations Unies aux associations de citoyens. La société civile est passée des revendications dans les manifs aux actions. Exemple avec Luisa Neubauer, ex-leader de la génération Greta en Allemagne et qui aujourd'hui est une activiste à plein temps. Nous avons tout intérêt à trouver différents espaces en dehors des institutions qui excluent tant de voix. Par exemple, on vient de constituer un réseau stratégique qui rassemble ceux qui luttent pour la démocratie et le climat. On se bat aussi au tribunal, où on a porté plainte dans 2 affaires contre l'Allemagne concernant ses émissions de gaz à effet de serre, dont l'une a d'ailleurs déjà été gagnée. Ou encore dans d'autres lieux où nous construisons de nouveaux mouvements et créons de nouvelles solutions. Vous savez, il faut absolument se concentrer sur les endroits où on transforme les paroles en actes, dans les grandes et petites villes, où des pans de la société se transforment, dans les écoles, où les enfants apprennent à lutter contre la crise climatique et à mener une vie plus durable, dans ces universités, l'une après l'autre, qui renouvellent leurs enseignements pour être en phase avec le nouveau monde. Il y a tellement de gens là-bas. Action et plein temps aussi pour Rob Hopkins, ce Britannique qui écrit des livres sur la transition écologique, fait des conférences et qui anime des ateliers pour inciter ses interlocuteurs à regarder l'avenir justement. Imaginer un monde sans carbone où l'on aurait envie de vivre et qu'on aurait envie donc de façonner. Le terreau le plus fertile, c'est de trouver des voies créatives pour faire travailler ensemble les habitants, les municipalités et les entreprises. C'est comme ça, je crois, qu'on arrive à avancer plus vite. On arrive à embarquer les gens bien mieux que si ça venait des gouvernements. Mais j'ai l'impression que ce qui nous manque encore, c'est une vision collective, comme si la transition était facultative. On sait désormais très clairement à quoi doit ressembler un avenir sobre en carbone. Et on doit bien mieux raconter cette histoire pour que cette vision prenne vie pour les gens. On a passé trop de temps dans les cercles militants à dire aux gens pourquoi ils devaient partir en courant et en criant au lieu de leur dire vers quoi ils devaient courir. On doit montrer aux gens une nouvelle étoile polaire. À l'échelle internationale, le climat est aussi devenu un sujet incontournable, bien au-delà des enceintes spécifiquement prévues pour organiser la transition. D'abord parce qu'il n'épargne aucun continent, et parce que les 10 ans qui nous séparent de l'accord de Paris ont transformé l'économie. Sébastien Treyer, le directeur de l'IDRI. Il y a énormément d'organisations internationales qui ont intégré les objectifs de l'accord de Paris, c'est-à-dire
adaptation, financement du climat et net zéro dans la deuxième moitié du siècle. Et ça, en droit international, c'est pas tout à fait anodin parce qu'en général, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les traités et que donc la Convention des Nations Unies sur le changement climatique ne peut pas imposer à d'autres traités ou d'autres organisations de prendre en compte ces objectifs. Mais ça s'est diffusé d'une manière qui est très spécifique à cet accord de Paris, qui est entre droit et impulsion politique. Maintenant que ça c'est fait, ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est une forme d'orchestration entre ces différentes organisations internationales pour que tout ça donne des messages cohérents aux pays et aux acteurs économiques qui doivent ensuite faire quelque chose avec ça. La discussion climatique, en fait, c'est une discussion sur la transformation de notre économie mondiale. Donc c'est très géopolitique et donc à la fois c'est un peu risqué parce que ça veut dire que ça devient beaucoup plus politique et qu'on ne peut pas passer sous le radar, mais ça donne aussi plus d'endroits où on en discute. Même constat du chercheur indien Aruna Baghosh. En 2023, son pays présidait le G20, dont la déclaration finale des dirigeants annonçait l'adoption d'un pacte de développement vert. Le sujet déborde largement de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Je ne pense pas que l'on puisse réduire la position d'un pays à ce que disent ses négociateurs dans une seule enceinte de discussion. Il faut considérer l'ensemble. L'Inde et la France à la tête de l'Alliance solaire internationale, la coalition pour des infrastructures résilientes aux catastrophes promue par l'Inde, le travail du G20, celui des BRICS, celui de l'accord de Paris. Il existe de nombreuses plateformes différentes dans lesquelles l'Inde exprime ses intérêts et ce qu'elle considère comme les intérêts du monde en développement. De même, il y a bien des plateformes différentes dans lesquelles des pays développés font valoir leurs intérêts, mais tentent également de jeter des ponts. Et c'est donc le Brésil qui a été chargé d'organiser cette COP30, celle qui marque 10 années d'action climatique depuis l'accord de Paris. La précédente, en Azerbaïdjan, pays pétrolier, n'a pas permis de remobiliser comme il aurait fallu pour accélérer la décarbonation du monde. Le Brésil, bien que lui aussi exportateur de pétrole, a un profil très différent, avec notamment une diplomatie puissante et beaucoup d'atouts pour inciter des groupes de pays très différents à se parler. Laurence Tubiana, de la Fondation européenne pour le climat. Alors le Brésil a cet avantage que ils ont une société civile incroyablement dynamique. La société y croit. Deuxième chose, ils ont ce grand sujet sur lequel ils se battent tous, sur préserver l'Amazonie, qui est aussi un signal politique très important. Et quand même, depuis que Lula est revenu, la déforestation a vraiment plongé. Troisièmement, il y a un certain nombre de secteurs qui travaillent soit sur la base des ressources naturelles, soit sur la décarbonation de leur système industriel, qui voient ça comme un modèle de développement. Il y a d'autres secteurs qui ne sont pas alignés, pas du tout, mais il y a une force de business. Plus le fait que le Brésil a une position... c'est un pays profondément multilatéral, qui a la capacité de parler quand même à tout le monde. En amont de la COP, les Brésiliens ont nommé des envoyés spéciaux, dont Laurence Tubiana pour l'Europe. Ils ont créé des cercles de discussion en souhaitant que certains de ces groupes poursuivent ensuite leur travail en commun. Car ce sont ces acteurs de terrain, me dit Anatoni, la directrice de la COP30, ce sont eux qui connaissent les besoins à l'échelle locale, une échelle pertinente pour tant de sujets liés au changement climatique. Ceux qui sont en première ligne pour mettre en œuvre les mesures sont le secteur privé, les institutions financières et les collectivités locales. Ce sont donc eux que nous devons écouter et impliquer dans l'élaboration des politiques, car il ne sert à rien de concevoir des politiques que le secteur privé ou les collectivités locales ne peuvent pas utiliser. Ils deviennent des acteurs encore plus importants dans cette nouvelle décennie de mise en œuvre. Le secteur privé et les collectivités locales doivent montrer la voie. Ces acteurs-là de terrain repartent avec une feuille de route et la promesse de travailler ensemble davantage. Le Brésil, c'est aussi le pays où se trouve l'essentiel de la forêt amazonienne, la plus grande forêt tropicale du monde. Énormes enjeux de biodiversité, de régulation du climat et de protection des populations autochtones. Le territoire est brésilien, mais le bien commun que constitue la forêt concerne le monde entier. Un sujet idéal de coopération internationale, espère Emilio Lebrela Rovere, directeur du Centre Climat à l'Université de Rio. Il y a une proposition que le gouvernement brésilien a présentée de la création d'un fonds qui s'appelle les forêts tropicales pour toujours. C'est une opération financière où quelques pays puissent mettre des fonds, faire des placements financiers dans les marchés internationaux
à des bonnes taxes de profitabilité et avec les profits récompenser pas seulement le Brésil, mais les pays du Sud en général, des forêts tropicales, donc l'Amazonie, mais l'Indonésie, le Congo aussi, qui ont fait des efforts sur la base de leurs résultats concrets de réduction des émissions dues au déboisement. C'est-à-dire, c'est une politique d'encouragement pour arrêter la déforestation, une petite somme par hectare. Donc, on ne rentre pas dans les calculs de combien c'est les émissions, mais sur la base de la superficie qu'on a évité de déboiser. Ce nouveau fonds dédié aux forêts tropicales, lancé en novembre 2025, réserve 20% des ressources aux peuples autochtones, qui en sont les meilleurs protecteurs et dont les modes de vie résilients sont souvent menacés par ceux qui veulent déboiser. Un investissement sur l'avenir bien au-delà de 10 ans. Qui seront les leaders de l'action climatique pour les 10 ans à venir ? Après la signature de l'accord de Paris, l'Europe est souvent apparue comme une bonne élève. C'est moins vrai aujourd'hui. On l'a entendu tout au long de ce podcast. Les équilibres du monde se déplacent, notamment en direction des grands pays émergents, dont les économies sont si puissantes que beaucoup de spécialistes les appellent les pays émergés. Ils ont toujours une dent contre les pays historiquement riches du Nord, qui de leur côté estiment que les grands émergents devraient plus participer à l'effort global. L'Inde est un peu le porte-parole de ces pays-là qui revendiquent une plus grande place dans la coopération économique. Aruna Baghosh. Nous devons dépasser les accusations stériles et le déficit de confiance pour réfléchir concrètement à la manière dont les marchés émergents peuvent s'intégrer à la production mondiale et que les pays développés considèrent enfin les marchés émergents comme faisant partie d'une chaîne de production interdépendante afin que nous puissions développer ensemble nos industries dans les secteurs décarbonés. Alors, nous dépasserons les négociations et passerons à l'action. Quand il s'agit de leadership sur les questions de décarbonation, comment ne pas évoquer la Chine ? Plus gros émetteur, mais véritable usine mondiale de technologies renouvelables. Tout en se développant à la chaleur du charbon, la Chine a fait le pari des énergies propres il y a plus de 10 ans pour les vendre aujourd'hui à tout le monde. Le géant asiatique suscite l'inquiétude des pays du Nord. Pour Sergio Gusmão-Suchodolski, spécialiste de la finance climat, c'est une erreur. L'émergence de la Chine, c'est incontournable. La Chine, elle a construit une gouvernance, toute une équipe dédiée à cette réflexion à long terme, avec des centres de recherche qui apportent des données pour cette planification. Peut-être il y a une opportunité pour tous nos pays à apprendre un peu avec la Chine dans ce sens-là. On n'est pas obligé de devenir comme la Chine. On a nos propres traditions, nos systèmes, nos différences. Donc, il va falloir qu'on trouve une solution. Il faut le dire, il y a une codépendance dans notre système. Hilton Trolip, expert sud-africain, partage ce point de vue, comme beaucoup de pays du continent africain d'ailleurs, qui entretiennent toujours une certaine défiance à l'égard des vieux pays industrialisés du Nord, souvent d'anciennes puissances coloniales, et qui portent la responsabilité historique des émissions de gaz à effet de serre. Hilton Trolip. Je suis très inquiet quand je vais dans un pays riche et qu'un autre pays est présenté comme le méchant. Je suis particulièrement inquiet que la Chine soit présentée comme la méchante. Cela ne va pas aider. On doit collaborer avec la Chine. Si on a un monde polarisé, une lutte entre la Chine et tous les autres pays, ou les États-Unis, ça ne mène nulle part pour le climat, ni pour les populations. Donc on doit trouver des moyens de collaborer les uns avec les autres, sans désigner l'autre comme le vilain. Quant aux pays du Sud, ils ne veulent plus être considérés comme les éternels vulnérables qui réclament de l'aide et ont trop peu de voix au chapitre. C'est la jeune Soudanaise Nisrine El Saïm qui porte ici cette revendication. On entend parler du Sud global dans toutes les conversations, vraiment, pour dire qu'il est impacté. Mais quand on évoque le partage du pouvoir, là, on parle des États-Unis, de la Chine, de l'Europe, vous voyez ? Alors, pourquoi sommes-nous toujours les impactés et non les proactifs ?
Et je pense que tant que cette équation ne sera pas plus équilibrée, tant qu'on ne sera pas à la fois proactif et une source de pouvoir, plutôt que d'être constamment les bénéficiaires ou les victimes, on aura un problème. Ces pays du Sud doivent relever un incroyable défi, inédit. Voilà ce qui frappe Sonia Klinsky, cette chercheuse d'Arizona spécialiste du développement durable. Et selon elle, les 10 ans qui viennent peuvent vraiment changer la donne. Le défi pour de nombreux pays en développement est immensément complexe. Il faut répondre à des besoins de développement qui n'ont jamais été atteints. Donc il faut penser à la sécurité alimentaire, aux soins de santé, à l'éducation, au transport de base, etc. Et en même temps, il faut faire quelque chose que personne n'a jamais réussi à faire, s'engager dans une industrialisation véritablement verte. Les pays du Nord ne l'ont jamais fait. Et cela exige un potentiel d'imagination considérable. Comment créer un véritable bien-être sans détruire le fonctionnement de la planète ? Ça me semble incroyablement stimulant, mais aussi très difficile. Vous savez, les pays qui y arriveront, c'est de là que viendra le véritable leadership. Le multilatéralisme n'est donc pas mort, loin de là. Ceux qui ont balayé toutes les règles avec une incroyable brutalité n'ont pas réussi à le mettre à terre. Mais ce multilatéralisme est en train de muer et de se déplacer. Les espaces de discussion sur les enjeux climatiques sont très nombreux. Et comme le monde change, il est probable que les règles changent également, prévient Sébastien Treyer, le directeur de l'IDRI. Malgré le cavalier seul des États-Unis, beaucoup de pays se disent il vaut mieux avoir des règles communes et de la coopération multilatérale la plus étendue possible que de ne rien faire. C'est plus intéressant pour nous, c'est plus rassurant, c'est plus résilient de jouer ensemble avec les règles, même si on n'est pas à l'abri de recevoir des coups du grand géant et du grand frère américain. Et donc ça, pour moi, c'est très marquant dans l'année 2025. Un des acteurs clés qui joue le multilatéralisme dans son intérêt, c'est évidemment la Chine. Et donc, je ne veux pas être naïf. Peut-être qu'on va se trouver dans une évolution du multilatéralisme où un certain nombre de choses seront plus définies par la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud et le Brésil que par l'Europe. Je pense qu'on a les moyens d'éviter d'y perdre nos valeurs, et des valeurs qui, comme la Déclaration des droits de l'homme, sont universelles à mon avis. Mais il va falloir accepter qu'il y a des définitions qui viendront d'ailleurs, sinon on ne va pas s'en sortir. Retrouver des règles communes, constructives, même si elles n'embarquent pas tout le monde, agir sur les conditions économiques de la transition, rééquilibrer les rapports entre Nord et Sud, inclure les plus impactés et les plus vulnérables dans toutes les décisions. Voilà, avec des propositions concrètes, ce que les uns et les autres vous ont raconté, ce qu'ils entrevoient pour la prochaine décennie comme les moyens de lutter encore davantage, plus efficacement, plus en profondeur contre les bouleversements du climat. Et parmi ces personnes qui ne baissent pas les bras, il y a cette jeune militante du climat soudanaise Nisrine El Saïm. J'ai choisi de lui laisser le mot de la fin. Elle ne referme certainement pas l'histoire, elle la garde simplement vivante. Et ces mots nous obligent. L'espoir, c'est un vaste sujet pour être honnête. Qui a dit qu'on avait le privilège de perdre espoir ? Sûrement pas. Soit on garde espoir et on continue, soit on meurt. Perdre espoir n'est donc pas une option. Mais pour moi, l'espoir est un terme exagéré. Car si on a de l'espoir sans avoir de repères, de critères, de buts précis à atteindre en mesurant vraiment comment y parvenir, alors ce n'est pas un espoir, c'est une illusion. Mais oui, si vous parlez de la capacité d'envisager un avenir meilleur et d'y travailler, et qu'on appelle ça de l'espoir, alors oui, je suis pleine d'espoir. C'était la série documentaire Urgence climatique, 10 ans pour agir, promesses et réalités de l'accord de Paris. Je suis Sophie Larmoyer. J'ai écrit ce podcast avec l'aide précieuse de Brigitte Béjean de l'IDRI, qui en a assuré la direction éditoriale. Théo Boulanger a composé la musique et mis en onde ces 8 épisodes. À la Croix, nous avons travaillé avec Célestine Albert-Stewart à la production, accompagnée des rédacteurs en chef Paul de Coustin et Jean-Christophe Ploquin. Un grand merci à mes talentueux doubleurs qui se sont rendus disponibles pour être les voix françaises de nos intervenants étrangers. Merci à l'IDRI qui a voulu que ce projet voie le jour et à ses équipes qui ont partagé leurs contacts et leurs compétences.
Merci à La Croix qui nous a rejoints avec enthousiasme dans cette aventure. Merci à RFI qui a mis ses riches archives à notre disposition. J'étais très heureuse d'explorer avec vous cet enjeu tellement central de la lutte contre le changement climatique. Et comme les nombreux interlocuteurs qui nous ont répondu depuis le monde entier, l'IDRI, La Croix et moi-même ne baissons pas les bras.